Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast. Je pars à la rencontre de chefs et de chefs d'entreprise dans le domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation. Le but, découvrir leurs secrets, leurs témoignages, leur expérience. Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils fait pour gérer une brigade ? Toutes ces questions-là, on ne les apprend pas à l'école et c'est dans ce podcast que je pars à la rencontre de ces chefs qui ont réussi à devenir des leaders. Bonne écoute! Petit disclaimer, cet épisode a été tourné en conditions réelles, donc au salon Taste of Paris. Forcément, il y avait du bruit, j'ai fait au mieux, mais on arrive quand même à entendre les choses qui sont intéressantes. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, je suis avec le chef Le Deuil, merci beaucoup pour m'accorder un peu de temps. Je voulais aborder avec vous un thème qui me tient à cœur, c'est donc dans mon sujet de mémoire que je vais faire, c'est sur le management et comment on devient chef et chef d'entreprise. Avant de démarrer, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, où vous avez des problématiques, où vous avez rencontré dans votre carrière et qui serait important de discuter ou de parler aujourd'hui? Alors je dirais, je n'ai pas vraiment de problématique, c'est que j'ai toujours eu dans la tête, dans l'idée d'avoir mon entreprise. J'avais la chance que mes parents étaient commerçants, ils avaient une petite entreprise, une petite boucherie artisanale. Et depuis tout jeune, je m'étais dit que j'aurais mon entreprise. Donc après, je suis venu avec une un peu par hasard. J'ai fait un BTS de gestion des entreprises. D'accord. Je voulais faire une école de management. L'ESSEC avait une filiale hôtelière. D'accord. J'ai pas été pris. Ferrandi m'a pris le premier bachelor à Ferrandi, école primaire d'une française. Et la cuisine m'a passionné. Et en fait, voilà, je suis parti sur la cuisine qui est devenue une passion. Et je me suis mis un objectif, j'avais fait après moitié, j'avais 21 ans. Et je m'étais dit, bon voilà, à 30 ans, je dois avoir mon restaurant. Wow, ok. Voilà. Donc j'ai eu une chance, c'est que je l'ai fait, une chance m'a été offerte par Guy Savoie à l'époque. Et à 27 ans, j'ai pu avoir mon restaurant. C'était bien encadré, j'avais un partenaire, super partenaire, mais ça m'a permis de faire que j'ai mis le pied dans l'entreprise et voilà, j'ai réalisé mon envie. Qui était toujours en fait. Donc si je calcule bien, j'étais dans ma vie, j'étais salarié 2 ans. Ok. Voilà. Entre mes études, mon service militaire, 2 ans de salariat et après j'ai tout de suite été dirigeant. Wow. Voilà, donc j'ai réussi et c'était stabilisé. Alors après, bien sûr qu'on rentre dans des problématiques, mais je pense que c'est surtout quand on a envie de diriger, quand on a envie d'avoir son entreprise, on sait qu'il y a des inconvénients, mais il faut penser toujours au positif. Ce qui est important, c'est effectivement savoir lier, il y a le capital humain qui est super important, après savoir gérer économiquement, donc c'est toute une palette. Moi après dans mon entreprise, parce que je gère maintenant, j'ai 3 restaurants, donc c'est 45 personnes, ça reste de petites structures où il faut multiplier les casquettes, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on met la casquette de chef d'entreprise, le lendemain on met la casquette de chef financier, du comptable, du directeur des RH, voilà. On multiplie ces casquettes-là et ces fonctions. Et c'est ce qui est passionnant, effectivement, en plus, quand on a vraiment l'envie, je pense que d'ailleurs c'est ça qui est le plus important, c'est le jour où on est prêt, je ne franchirai le pas. D'accord. Je ne peux conseiller qu'à tous les jeunes d'être son propre chef d'entreprise. C'est ce que je fais dans la formation chez moi, c'est-à-dire que les gens qui viennent chez moi, je veux leur inculquer que c'est possible pour tout le monde de le faire. Donc je ne veux que des gens qui ont envie d'avancer et qui ont ces ambitions. C'était inspirant. Et vous, dès le départ, comme vous dites dans votre parcours, vous saviez qu'avant 30 ans, vous vouliez avoir votre entreprise. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez eu des doutes, des peurs, peut-être des moments de fatigue et peut-être de doutes aussi, ou est-ce que ça a toujours été une directrice et on va dire un parcours très simple? C'était un objectif, mais je m'étais dit que si avec ces années d'expérience qu'à la trentaine je n'avais pas, c'est que peut-être que j'en étais pas capable, ou peut-être que c'était pas possible, j'avais pas les capacités, mais c'était ancré dans ma tête, c'est ce que je voulais. Donc, je m'étais mis une borne limite en fait que j'ai atteinte largement avant, parce que je pense qu'effectivement quand on veut quelque chose, voilà, il faut se donner les moyens de l'avoir. Mener une entreprise,
D'abord, c'est de la détermination, c'est de l'enthousiasme, c'est du courage, c'est aussi, voilà, il faut savoir anticiper. C'est-à-dire qu'il faut se projeter quand on ouvre une boîte, c'est pas juste là, il faut se projeter sur son projet à plus ou moyen long terme. Après, il faut être conscient effectivement des sacrifices que ça peut être le démarrage, notamment pour les proches, pour soi-même. Mais je dis quand on a la détermination, quand on a le courage, qu'on a l'envie, ouais, on renverse des murs. Hein. Ok, ouais. Donc ça pousse en fait. Ça... Ben, en fait, voilà, ce que je dis toujours, il y a une petite phrase toute simple, on dit toujours il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Wow. Et dans une vie d'entreprise, ben, effectivement, il y a des problèmes, ils arrivent forcément, et il faut savoir les résoudre. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir anticiper, se projeter dans l'avenir. Après, il y a des choses qui vous tombent dessus, comme le Covid. Bon, ben voilà, il faut savoir réagir, pas se dire ce qui va arriver. Non, c'est ça, c'est le métier de l'entreprise, il faut réagir. Ok, ouais. Hyper intéressant. On termine l'interview, j'ai trois dernières questions à vous poser. Très simple, c'est rien à voir avec cette entreprise. C'est si vous pouviez remonter dans le temps et donner un conseil à votre vous-même de 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je pense que à un moment de ma carrière, je pense que j'aurais pu prendre un autre virage, j'aurais pu avoir un autre développement, mais il aurait fallu que je me reforme encore plus, je dirais, pour savoir développer. Donc j'ai gardé, voilà, je suis un chef d'entreprise, mais avec quand même une dimension artisanale. C'est-à-dire que je me plais dans ce que je fais, j'ai 3 restaurants, ça reste la dimension humaine, j'ai la maîtrise et le contrôle, et je sais que par exemple, je suis assez admiratif de ceux qui ont 5, 6, 7 restaurants, mais c'est un autre métier que je ne saurais pas faire aujourd'hui, et si j'avais voulu savoir le faire, je pense que j'aurais dû passer par une formation. Mais c'est pas un regret, voilà, c'est ce que j'aurais pu faire. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a un livre, un contenu, ça peut être quelque chose qui vous a marqué, un livre, un contenu, un film qui vous a marqué, que vous conseillerez à quelqu'un de lire, regarder, écouter, quelque chose Alors il y a 2 choses à lire. Il y a un livre que j'aime beaucoup. Alors j'ai plus en tête, c'est le livre de Michel Guérard, le dernier livre. Ce n'est pas un livre de recettes, c'est vraiment son dernier livre. Qui retrace un petit peu tout son parcours. Je trouve super intéressant à lire. Et alors, il y a un autre film, je cherche le nom, c'est... Graines de sens ? Non, ça peut être... Graines de sens, non. C'est plus en tête. C'est pas grave. J'ai plus en tête. Mais sinon, regardez Demain. Ok. Le film Demain, voilà, c'est quelque chose à voir et à prendre. Ok. Ouais. Super. Et puis, vous voyez, dernière question. Je crois que même c'est pas Graines de Rebelle. Graines de Rebelle. Ouais. Ah, bah peut-être c'est. Ouais, je crois que c'est Graines de Rebelle. Je crois que ça dit quelque chose. C'est en fait c'est sur les semences paysannes, des gens comme Coco Pelli, voilà, où franchement on regarde vraiment la biodiversité des semences paysannes. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, c'est très important dans notre métier de cuisinier. Bien sûr. Au-delà du chef d'entreprise. Mais dans notre métier de cuisinier, pour moi, c'est effectivement fondamental. Justement, parfaite transition. Une dernière question, c'est justement sur l'avenir que vous voyez pour 2050 sur l'avenir de la gastronomie. Vous la voyez plutôt végétale, plutôt d'un côté plus durable ? Comment... Alors moi je suis pour un équilibre en fait, parce que je dirais quand on arrive sur des excès, ça veut dire qu'on a fait des excès dans l'autre sens. Je trouve qu'il faut rester raisonnable, mais je n'ai pas envie de me priver de pêche, j'ai pas envie de me priver de viande. Le végétal offre effectivement quelque chose de super important parce qu'en fait c'est une biodiversité qui est extrêmement large. Il existe des milliers d'espèces de végétaux, donc on peut faire beaucoup de choses.
manger une viande, mais pas manger de viande tous les jours, mais manger une belle viande de qualité 1 ou 2 fois par semaine. Respecter la saisonnalité sur les poissons, donc sur du poisson de ligne, hein, vraiment de pêche durable. Donc consommer aussi, je dirais, modérément, mais donc équilibré en fait. C'est comme la vie, voilà. Ouais. Manger équilibré, ne se priver de rien, parce que si vous faites des excès, ben, vous prenez du poids. Si vous mangez pas assez, ben, vous avez des carences. Et si vous mangez, je dirais, de manière équilibrée, ben, vous êtes équilibré. Et je pense que pour la cuisine, pour moi, c'est ça aujourd'hui. Bah, super mot de la fin. Je pense que ça... Donc en fait, ce que je vous dis, le Graines de Rebelle, je pense que ça, ou le film Demain, correspond vraiment à cette idée-là. Ok, bon bah je le recommanderai à tout le monde. Et puis encore merci déjà pour tout ce temps-là. C'était hyper intéressant. Et puis je vous souhaite une très bonne... Une seconde, je dis pas de bêtises. C'est sur ces Graines de Rebelle. Ouais, Graines de Rebelle, ouais, ça. Ouais. Et il y en avait un autre. Les Graines de Rebelle. Graines de Rebelle. Ouais. Très bien, c'est noté. Parfait. Bah, merci beaucoup, monsieur. Merci. Vraiment un grand plaisir et puis très bonne fin de journée. Pour salon. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, je suis avec la chef Claire Etzler. Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. Comme je vous le disais, je fais un mémoire sur le thème des chefs d'entreprise et tout ce qui est problématique sur le management et la gestion. Est-ce que, avant de démarrer ce petit échange, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, vous avez rencontré des problèmes et vous aurez aimé aborder maintenant? Non, alors je connais pas vraiment votre sujet, donc je sais pas vraiment ce que vous voulez aborder. C'est sur le management et la gestion d'entreprise d'une équipe. Ah ouais, non là, ok, très bien. C'est quelque chose que j'aime en plus, donc les difficultés là, non, allez-y. Ok, ça marche. Aujourd'hui, dans votre carrière, vous avez travaillé dans des très belles maisons, dans des très grosses brigades, et vous avez travaillé notamment chez un beau groupe qui s'appelle La Durée. Là, vous êtes devenu chef d'entreprise. Quels ont été les changements dans votre carrière radicaux et vous avez dû vous adapter à un nouveau mode de gestion d'entreprise? Vous demandez avec l'ouverture que je viens de faire? Oui, avec l'ouverture. Mais en fait, la différence, c'est qu'avant, j'étais chef pâtissière, donc je vais créer des desserts, créer des recettes, former des équipes et gérer des équipes. Aujourd'hui, en plus de ça, j'ai le souci de rendre mon affaire viable, rentable. Faut que je m'occupe vraiment de tout, de A à Z, de toutes les décisions, de tout. C'est une entreprise que j'ai montée toute seule, j'ai pas d'investisseur avec moi, je suis toute seule à la tête de cette entreprise et en fait, il y a tout je dois tout gérer, quoi. Donc forcément, ça laisse un petit peu moins de temps à la création en pâtisserie et ça fait surtout des journées très très remplies, très longues, mais en même temps, j'aime ça, j'aime mon travail, j'aime travailler. Donc, c'est chouette, quoi. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à la finalisation de votre carrière. Sur exactement, vous avez une idée en tête, vous avez essayé de la mettre en pratique dans cette entreprise. Oui, alors je dirais que c'est le début d'une nouvelle étape surtout. J'ai ouvert ma pâtisserie il y a 4 mois. En 4 mois, une entreprise, elle n'est pas stable, elle n'est pas structurée. Il y a plein de choses à faire évoluer, à adapter. On s'adapte tous les jours, ce qu'on fait. Donc, c'est super intéressant. C'est justement apprendre à être flexible, apprendre à se remettre en question, apprendre à avancer. Et ça, c'est chouette. Ok, très bien. Et puis voilà, je vais vous poser 3 dernières questions. Et après, la première question que je voudrais vous poser, c'est quel conseil vous donneriez à votre vous-même de 20 ans? D'être curieux, de ne pas avoir peur de travailler, vraiment. C'est bien beau de se lancer dans cette voie, de vouloir faire les gâteaux, de vouloir créer. On s'imagine des fois que c'est un métier où il n'y a que des côtés positifs, c'est un métier qui est dur aussi, donc il ne faut pas avoir peur de travailler. Mais vraiment, après quand on se donne la peine de réussir, de se donner à fond, on s'éclate. C'est un métier qui est magnifique. Donc voilà, il faut y aller, il faut oser être audacieux, il faut casser un peu les codes, il faut... voilà.
Il y a plein de choses à faire, quoi. Très belle réponse. Si vous aviez un livre, un contenu, ça peut être un livre, un film qui vous a marqué et que vous conseillerez absolument de regarder, lequel ce serait? Qu'est-ce que ce serait? C'est pas forcément... Après, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Ouais, là vous me prenez le coup pour ce genre de... Comment ça va? Ah, ok, d'accord. J'en ai pour 2 minutes là, vraiment. Je termine, oui, terminé. Et dernière question, comment vous voyez l'avenir de la gastronomie en 2050, des restaurations, qu'est-ce qui va être important? Je sais pas. D'un côté, je me dis que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est super intéressant. La gastronomie bouge, la pâtisserie commence aussi à bouger, surtout d'un point de vue saisonnalité, dans le domaine engagé, éco-responsable. La pâtisserie commence, la restauration, le métier, le salé, ça a déjà beaucoup bougé. À côté de ça, moi j'ai un peu peur de ce qui se passe avec toutes ces allergies, avec tous ces nouveaux modes de consommation vegan et compagnie. Je trouve que c'est un peu à l'encontre de ce dont on a besoin naturellement pour se nourrir. Donc voilà, d'un côté, je trouve ça, je trouve que ça prend vraiment 2 directions hyper opposées. Et moi, je prône Ok. Je prône pour la qualité des matières premières, pour les choses qui poussent en pleine terre, pour le sourcing, pour soutenir les producteurs, soutenir les gens qui font les choses correctement. Et puis d'un autre côté, on mange des poudres mélangées les unes aux autres pour faire du végétal dans lequel l'alimentation est complètement vide et ça m'amène à poser beaucoup de questions. Ok, très belle réponse. Encore merci pour votre temps. Avec plaisir. Merci sincèrement. Et puis je vous souhaite un très bon Taste of Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Ok, alors bonjour, je suis avec le chef Julien Duboué et qui m'a gentiment accordé une petite interview. Donc l'idée c'est de parler un petit peu du management et de la gestion d'équipe pour mon mémoire en fait de fin d'études et je récupère les retours de chefs et des chefs d'entreprise. Alors chef, aujourd'hui vous êtes devenu chef d'entreprise. Comment on fait pour manager une équipe au quotidien, une brigade et être un bon manager, un bon chef, un bon leader? Déjà en cuisinant, parce qu'à la base on est juste cuisinier et donc devenu restaurateur. Et forcément quand les restaurants grandissent, les équipes grandissent, l'idée c'est de garder le même fil de conduite en fait, depuis le début. Donc moi ce que je leur dis, le but c'est que les clients soient contents et qu'ils reviennent et que le restaurant soit plein. Sinon on n'aura pas de métier ni l'un ni l'autre, ni l'employé ni l'employeur. De les tenir avec ça et avec la passion du produit, la passion de notre travail, la passion de notre métier, l'envie de donner un peu de plaisir à des clients qui viennent manger. Et après oui, c'est compliqué de manager aujourd'hui, on est dans un métier où il faut faire beaucoup d'horaires, où il y a beaucoup de contraintes, on prend énormément de plaisir en le faisant, et surtout ceux qui sont passionnés. Malheureusement, on n'a pas tout le temps des gens que passionnés, il y a des gens qui sont là pour travailler et gagner un peu d'argent, mais on essaie d'avancer avec ça. Comment le faire? Moi, j'ai pas appris à manager, j'ai appris à cuisiner. Le management, il est venu, on va dire, tout seul au fur et à mesure d'ouvrir des affaires. Forcément, c'est pas le même quand on est 10, 20 ou 30 dans un restaurant que quand on est 50, 100 ou 130. J'ai goûté un peu les deux. Là, je reviens un petit peu à avant. Je travaillais à 20 ou 30 et ça me correspond un peu plus. Vous préférez les petites équipes, les petites brigades? Ouais, maintenant oui, j'ai essayé le reste. Je me suis régalé à développer des restaurants, mais par rapport au personnel, c'est trop compliqué à gérer. C'est ça intéressant. Et est-ce que pour vous, les compétences sont moins importantes que la passion d'être et les soft skills? Oui, c'est sûr que je préfère avoir quelqu'un de passionné qui a envie d'apprendre et qui a envie de bien faire plutôt qu'un CV à rallonge qui ne sera pas passionné. Ok, donc la passion est primordiale, ouais. Hyper intéressant. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qui sont vacants dans le côté restauration. Suite à la crise du Covid, il y a eu pas mal de remises en question. Vous pensez que
quelque chose qui est arrivé comme ça, ou alors c'est après de longues années, c'est le résultat de peut-être de problèmes qui existent déjà avec le Moi là-dedans, j'ai un avis de chef entrepreneur depuis quelques années. Je pense que la France est très fautive là-dedans. C'est méchant ce que je vais dire, mais on fabrique des feignants depuis quelques années où on paye beaucoup de personnes à rester chez eux ou à toucher du chômage ou des ruptures conventionnelles qui vont durer 2 ans. Donc forcément, il ne faut pas de personnel derrière. Alors évidemment, là-dedans, c'est des gens qui arrêtent parce que notre métier est dur et compliqué et qu'on a un peu plus d'horaires à faire que les horaires de bureau. Mais quand il y a la passion derrière, on devrait arriver largement à les faire. Aujourd'hui, non, il ne faut pas de personnel. C'est dramatique. Super. Merci. Pour terminer cet entretien, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est si vous pouviez avoir une machine à remonter dans le temps et vous pouviez voir votre vous-même de 20 ans, quel conseil vous donneriez pour la suite? De continuer à travailler autant que je travaillais à 20 ans. C'est-à-dire bosser 18 heures par jour et au bout d'un moment, ça paye et ça reste. On a l'habitude des sprinters. Deuxième question, s'il y avait un livre, un film ou un contenu audio qui vous a marqué, qui vous a inspiré, impacté, et que vous conseillerez de voir ou d'écouter, ce serait quoi? Enfin, dans ma jeunesse, Dans votre jeunesse ou même actuellement? non, pas grand-chose. Je ne suis pas gros cinéphile, j'écoute pas beaucoup de musique et je ne peux pas dire que ça a influé sur ma carrière. Ok. Et dernière question, ce serait sur le futur de l'hôtellerie, de la gastronomie et de l'hôtellerie-restauration. Comment vous voyez l'avenir dans l'alimentation et dans ce métier-là? Ça serait bien que ceux qui gagnent le plus d'argent avec la restauration ou avec l'alimentation se mettent à faire ce que font les gens qui en gagnent le moins. C'est-à-dire que l'agroalimentaire commence à faire attention à ce qu'ils mettent dans nos assiettes. Dans l'assiette, on va dire, les Français, des habitants normaux. Contrairement à nous, on fait attention aux producteurs, aux petits produits, à faire vivre tout le monde et sur toute l'échelle. Et voilà, ça serait bien que tout le monde joue le jeu dans tous les sens. Les gros devraient s'inspirer des fois. Voilà. Ok, très beau message, très beau mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, chef. Avec plaisir. C'était super. Et merci pour m'avoir donné un peu de temps. Et puis, je vous souhaite un très bon événement avec ce Paris. Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour, aujourd'hui je suis avec le chef Julien Alvarez et aujourd'hui on va parler de la thématique du management et de la gestion d'équipe, gestion d'une brigade. Je voulais savoir, donc première question, comment on fait pour devenir un bon chef et un bon manager en même temps? Alors, je sais pas, j'ai pas la recette toute écrite. Après, moi, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir des chefs qui étaient très humains, qui m'ont poussé à aimer le métier, à travailler, à partager certaines valeurs. Donc, en fait, inconsciemment, je retranscris ce que j'ai vécu en tant que jeune apprenti, que jeune pâtissier. Donc après, j'ai pas la prétention de dire que c'est la bonne méthode, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis mon métier. Après, ce serait presque une question qu'il faudrait poser aux personnes qui travaillent avec moi et comment elles jugent et elles considèrent mon management. Mais moi, c'est vrai que j'y réfléchis, je me remets en question, je me pose beaucoup de questions sur mon positionnement, ma manière d'être avec chaque élément de l'équipe. Je pense que c'est quelque chose qui... on évolue aussi à travers notre parcours. Mais la recette parfaite, j'ai pas la prétention de l'avoir. Bien sûr, mais déjà je trouve ça hyper intéressant, c'est que dans votre parcours en tant qu'apprenti, vous avez essayé de reproduire des choses que vous avez vues et qui marchaient justement sur la gestion de l'humain, ou au contraire vous avez subi peut-être du mauvais management ou du mauvais leadership et vous avez essayé peut-être de le faire différemment par rapport à votre parcours. Alors moi j'ai pas eu affaire à ce qu'on pourrait juger un management trop autoritaire ou autre. Moi, j'ai eu vraiment des personnes qui étaient plus dans la compréhension et la pédagogie. Donc oui, je me pose même pas la question de savoir si je fais pareil. C'est en fait naturellement. Bon, après j'ai ma personnalité, j'ai l'éducation aussi. On a une éducation un peu plus jeune qui fait que je pense que on est chef, mais on reste un homme. Donc on a beau...
Je pense qu'on a beau passer entre les mains de certaines personnes, c'est pas pour ça qu'on va vraiment agir de la même manière. Donc voilà, c'est une synthèse de ce que je suis et de ce que j'ai vécu avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Hyper intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des livres ou des mentors, peut-être comme vous dites, qui vous ont vraiment très très impacté et influencé, et est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous avez essayé de pas de reproduire, mais de reproduire un peu Alors, des livres, non. Après, effectivement, moi j'ai eu la chance de travailler avec des gens, encore une fois je me répète, mais qui m'ont appris à donner le métier et qui avaient un côté très humain, donc le côté humain est hyper important pour moi, même si on est réunis au quotidien pour travailler et qu'on a une mission, c'est-à-dire d'être efficient et d'être productif. Au-delà de ça, on est aussi pour vivre une aventure humaine. Après, effectivement, pas forcément dans le milieu de la pâtisserie, mais dans d'autres milieux, des chefs d'entreprise, quand on voit des témoignages ou des artistes ou même des sportifs, et de voir un petit peu comment eux gèrent ce groupe d'humains en fait, et de se dire qu'à un moment donné, d'être chef, c'est pas forcément d'être toujours les mains avec l'équipe, mais c'est de savoir se détacher pour avoir un peu plus de hauteur, pour avoir une vision un peu plus à long terme, globale, pour essayer de faire justement évoluer le groupe différemment que si on fait aujourd'hui je coupe les framboises avec toute l'équipe, demain je les laisserai faire et puis je me mettrai sur autre chose pour effectivement aller plus loin ensemble, mais pas forcément c'est plus des gens extra pâtisserie qui m'ont inspiré, je sais pas, mais en tout cas qui m'ont amené à me poser des questions, me dire voilà, c'est pas parce que t'es pas au labo avec l'équipe que t'es un mauvais chef. C'est pas parce que tu fais 18 heures par jour, que tu fais pas 18 heures par jour que tu es un mauvais chef. C'est vrai que moi j'ai appris à travailler, à forcément prouver ma valeur bien sûr il y a la qualité du travail, mais aussi on fait un métier d'endurance, on fait un métier où je pense que c'est très français aussi, de se dire il faut mériter son salaire, on a un métier aussi, moi quand j'ai commencé la pâtisserie, je savais à quelle heure je commençais, je savais pas à quelle heure je finissais mes journées. Bien sûr. Mais je pense que c'est aussi très important quand on est jeune et quand on veut, et c'est important à certains moments pour aboutir des projets, mais c'est aussi important de savoir décrocher et de savoir se mettre un peu dans sa bulle en tant que manager, en tant que chef, pour... sinon on a des œillères et en fait on n'a pas la hauteur pour prendre des décisions ou changer de direction à certains moments. Je rebondis ce que vous avez dit, parce que c'est hyper intéressant. Le côté un peu marathonien, le côté un peu trouver son équilibre entre tout ça, et justement pas être dans les extrêmes, c'est quelque chose que vous saviez déjà, ou alors que vous avez rendu compte au fur et à mesure de votre carrière? Je le savais. Après, je savais que c'était un métier endurant, Mon père était cuisinier, donc j'ai vu le métier de la restauration. Mais au-delà de ça, après, on apprend à se gérer parce qu'aussi on a nos priorités qui évoluent. Quand j'étais jeune, j'étais seul et fougueux. On pensait à travailler, à faire la fête de temps en temps, un peu de sport pour l'hygiène, et puis voilà, on dort pas pendant 3 jours, on dormira après. Maintenant, j'ai une fille de 4 ans, j'ai vieilli, j'ai une femme que j'aime, et effectivement, on essaye de travailler consciencieusement, d'être présent, d'être laborieux, mais aussi de préserver son cocon familial, de se préserver aussi la santé, parce que c'est important aussi alors moi c'est le sport, mais d'autres, il y a d'autres manières de s'évader, mais oui, après l'équilibre parfait, il n'existe pas pour moi, il faut juste avoir cette volonté d'y tendre, et d'avoir toujours cette petite sonnette, de dire il faut que je cravache un peu plus, la semaine prochaine je prendrai un peu plus de temps pour moi, je rentre de déplacement, ça fait une semaine que j'ai pas vu ma fille, et dimanche je laisse le téléphone de côté, et il n'y a absolument personne qui existe à part ma fille et ma femme. Encore une fois, j'ai pas la recette parfaite, mais c'est toujours se poser la question d'essayer de tendre à un équilibre qui permet de durer un petit peu, parce que après c'est hyper profond, je trouve hyper inspirant votre vision. Pour terminer, je vais vous poser trois dernières questions. Ouais. La première, c'est si vous aviez une machine à remonter dans le temps et que vous voyez votre vous-même de 20 ans, quel conseil vous lui donneriez à cette personne?
À moi? Ouais. Oh, ce serait délicat. Quel conseil? Je sais pas, je regrette rien. Enfin, je regrette rien. Il y a toujours des choses qui nous ont affectés plus ou moins, et effectivement, je me dirais de me faire protéger, enfin de me protéger, mais sur certains aspects, parce qu'effectivement, quand on est dans l'humain, on est toujours à la merci d'être déçu et d'être blessé par des personnes, mais en même temps, je regrette pas d'avoir été généreux et bon. Après, c'est un bien grand mot. Et franchement, j'ai pas vécu des grosses déceptions, mais en tout cas, ouais, il faut toujours pareil. C'est l'équilibre en fait, essayer d'être tourné vers les autres, être respectueux, mais en même temps, il faut penser à soi, il faut se préserver, faut garder ses objectifs aussi. C'est-à-dire, on a beau vivre une expérience dans une maison, un instant donné avec une équipe, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je veux construire. Voilà, il n'y a pas de... Ouais, j'étais heureux, moi j'aime pâtisser. Très très profond. Deuxième question, si vous aviez un livre, un contenu, ça peut être un film, un podcast qui vous a marqué, lequel ce serait? Qu'est-ce que vous conseillerez comme contenu ou livre ou film à regarder absolument? Oh, il y en a tellement. Pas forcément dans la gastronomie, c'est vraiment quelque chose qui vous a vraiment impacté et que vous conseillez absolument de... Dans les films, il y en a beaucoup. Après, je pense, mais ça date. Hein. Après, j'ai vu énormément de très beaux films, mais je pense qu'un des films qui m'a marqué, c'est pareil, hein, c'est un instant donné. J'étais beaucoup plus jeune. Mais Gladiator, c'est un film qui m'avait marqué parce que j'avais fait un rapport. Moi, je suis passionné de vélo, je suis passionné de sport. Et j'avais fait ce parallèle entre cette époque-là où, effectivement, on mettait des gens qui étaient dans une arène et qui luttaient pour conserver leur vie. Et c'était simplement du divertissement. Et aujourd'hui, en fait, on est un petit peu plus policé. Mais quand vous voyez que des footballeurs américains n'ont pas de contrôle antidopage et qu'au final, tant qu'ils nous fournissent du spectacle, on s'en fiche, quoi. Jusqu'au jour où il y en a un qui va tomber d'une crise cardiaque sur le terrain. Enfin bon, ce parallèle, c'est vrai que je me suis dit, en fait, on a des siècles et les techniques sont différentes. L'image est différente, mais le fond en fait est un peu similaire. Et voilà. Et après, un des livres, il y a plein de livres. Le livre de Roland Fayas sur le pain vivant. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vrai que en rapport avec le livre de Bruno Verjus aussi m'a beaucoup marqué. Rollinger aussi. Ouais, Rollinger. C'est des très beaux livres. Hein. C'est des livres qui sont un peu déprimants sur certains aspects, parce qu'effectivement on tend pas vers ce à quoi on devrait tendre, même si on a une conscience qui s'élève et tout ça, mais en fait dans les faits on est de plus en plus nombreux et en fait on se comprend. Donc mais en tout cas c'est des livres qui sont très et puis je pense qu'il y aura même l'humilité en fait, ça fait du bien aussi. Bah justement, c'est une parfaite transition pour ma dernière question. Justement, qu'est-ce que vous voyez justement sur l'avenir en 2050 dans le domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation en général? Je pense qu'il y a, je sais pas. Enfin, c'est très de ce côté-là, j'essaie pas trop me projeter et pas trop avoir un point de vue vraiment marqué. C'est comme la politique, hein, je prétends pas avoir. Mais si j'ai un ressenti, c'est que d'un côté, on a vraiment une conscience qui s'élève avec une élite, mais une élite, ça ne veut pas dire une élite intellectuelle ni financière, mais autre, mais une élite en termes de, enfin, en tout cas, une conscience qui s'élève sur le bien manger, le fait de faire attention à nos ressources, je ne vais pas résumer, mais on s'est compris. Et à côté de ça, on a, je pense, tout ce qui va pas bien, qui continue d'évoluer et de grossir en fait. D'aller de plus en plus vite. Donc je pense que le bien qui se fait aujourd'hui est quand même bien en deçà du mal qui continue à se faire. Donc voilà, c'est pas très optimiste, mais en tout cas c'est vrai que j'essaie au quotidien, dans ma vie de tous les jours, en tant que professionnel, en tant qu'humain, citoyen, de faire ma part. Mais à côté de ça, au niveau mondial, je ne parle pas de la France. Bien sûr.
les gouttes dans l'océan. C'est vrai qu'en France, on va peut-être trier nos déchets et couper le robinet, mais si vous voyagez un peu, que vous avez d'autres pays qui, quand vous voyez qu'on arrose des golfs en plein Arizona, on se pose des questions, quoi. C'est pas qu'on se pose des questions, tout est dit en fait. On n'a pas les mêmes préoccupations et nous, on se dit qu'on prend 2 degrés tous les ans et il y en a d'autres qui se disent ouais, c'est pas grave, je mettrai plus en latine. Donc voilà, c'est juste que ces livres-là, en fait, justement, je pense que le pain vivant, le livre de Roger, sont des livres en fait qui nous font dire que waouh, à l'échelle locale, il y a des grands pas qui sont faits, mais qu'à côté de ça, alors c'est pas une raison pour se dire bah ça vaut pas le coup de faire des efforts mais voilà, vaut mieux essayer de se mettre des œillères pour le coup et de vivre son petit truc de Gaulois et de se dire voilà, on essaie de faire un petit peu notre bien à notre échelle parce qu'à côté de ça, les autres ils font on pense n'importe quoi pour nous, mais soit ils en ont pas confiance, soit ils en ont pas envie, soit ils se disent que de toute façon ils ont qu'une vie à vivre et que ce qui reste derrière ça les intéresse pas, mais donc on va rester sous cette vision de petit Gaulois et on va essayer de faire un petit peu ce qu'on peut. Et ça c'est plutôt optimiste parce qu'on a quand même des producteurs qui sont des petits producteurs qui sont de plus en plus nombreux, qui sont, je pense, on prend de plus en plus soin d'eux, travailler avec eux, avoir une relation de confiance et une certaine constance aussi, parce que c'est pas le tout d'aller acheter 3 albums de temps en temps et puis après le reste de l'année, voilà. Mais donc là de ce côté-là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'installe et ça n'empêche pas le mal de se faire en tout ça qui. Voilà. Bon, en tout cas, belle vision et puis très beau retour. Je vous remercie beaucoup pour cette petite entretien et de m'avoir accordé du temps. Avec plaisir. Je vous remercie et puis je vous souhaite en tout cas bonne fin de Taste of Paris. Merci. Et puis à vous. merci beaucoup. Merci. Et puis je vous tiens au courant pour mon mémoire et si j'ai une bonne note. Mais il faut. c'est ça, c'est l'idée. S'il y a interview, il y a bonne note. Sinon, ça marche. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors bonjour, je suis avec Elisabeth Hoth, chef du Plaza Athénée. Aujourd'hui là je fais un mémoire en fait sur le management et la gestion d'équipe et voilà, j'aurais à avoir quelques questions et quelques avis retours sur l'expérience d'être chef et manager en même temps. Ma première question c'est comment on fait pour de passer de pâtissière à justement manager et leader gérant d'une équipe et d'une brigade. Je pense que c'est des choses qui se font progressivement. En fait, c'est l'avantage de ce métier. C'est un métier où vraiment on monte graduellement et en fait, selon l'établissement qu'on choisit et le nombre de personnes qui y a à l'intérieur de cet établissement, on est amené à diriger plus ou moins de personnes. Ça passe de quand on est commis à diriger des stagiaires et des apprentis à effectivement quand on est chef de partie ou sous-chef ou chef à diriger davantage de personnes. Donc en fait, ça se fait très graduellement. Et après, je pense que ça dépend un peu des états d'âme de chacun et de la personnalité de chacun. Moi, je sais que je m'attendais pas du tout j'avais pas comme souhait, c'est pas un objectif de diriger une grosse équipe. Mais en fait, j'ai découvert qu'en dirigeant des gens, en leur apprenant des choses, en leur transmettant ce que je savais faire et en les aidant à devenir des adultes, des pâtissiers meilleurs dans ce qu'ils faisaient, je grandissais moi aussi, que ça me permettait de moi-même m'améliorer et en fait j'ai découvert que j'adorais ça, m'occuper des gens en fait, parce que finalement quand on est manager, on dirige, on est un peu ressources humaines en fait, on dirige vraiment des âmes quoi. Donc il n'y a pas que l'aspect technique, il y a vraiment l'aspect s'intéresser à ces équipes et je pense que c'est comme ça qu'on devient manager. Et est-ce que l'aspect humain, comme vous dites, est hyper important dans une équipe? Est-ce que vous faites en fonction des profils que vous recrutez? Est-ce que vous avez une importance catégorique sur le profil? On dit des soft skills aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Alors oui, l'aspect humain c'est essentiel. De toute façon, on travaille d'abord avec des gens qui ont l'envie, qui ont la passion. Et en fait, l'aspect technique, je dirais que c'est pas secondaire, mais en fait, si on travaille, on y arrive toujours. Donc, il faut avoir des gens qui ont envie d'y arriver, de se surpasser. Et ensuite, je pense que ça dépend des caractères. Moi, je suis quelqu'un qui m'entend avec beaucoup de personnalités différentes. Donc, je pense que j'ai une mosaïque de personnalités dans mon équipe. Et je trouve que c'est notre force. Ça permet à des gens différents de s'entendre les uns les autres. Et ça permet surtout d'avoir des caractères qui vont s'homogénéiser. Une personne qui va être leader, une personne qui va être un peu plus suiveuse, mais qui va peut-être être un peu rêveuse. Enfin, c'est important d'avoir une mosaïque de personnalités. Ok, ça marche. Et justement, est-ce que dans votre carrière, vous
vous avez été confronté à des problèmes de management ou de problèmes peut-être de mauvais management ou de mauvaise gestion d'équipe, est-ce que ça vous a impacté dans la suite de votre façon de gérer, ou est-ce que au final il n'y a pas eu de problème et tout s'est déroulé comme prévu en fait? Je pense que c'est comme partout. En fait, c'est pas seulement dans mon travail de pâtissière, je pense que c'est dans ma vie même d'écolière. Parfois, quand on a une relation, quand on est client à une caisse et qu'on a quelqu'un qui nous répond mal, en fait, tous les jours on expérimente des situations dans lesquelles on se dit waouh, j'ai été face à quelqu'un qui a vraiment su gérer ma problématique ou qui m'a accueilli incroyablement, ou alors au contraire, ils ont vraiment pas compris mon souhait en tant que client ou en tant que collaborateur, en tant qu'employé, etc. Et donc je pense qu'on s'inspire tous des situations qu'on vit. Donc moi ça me fait progresser. J'ai la chance d'être dans un hôtel dans lequel on a énormément de formations à ce sujet, donc on nous aide beaucoup à nous poser la question de savoir si on est de bons managers, à nous inspirer de ce que font les autres services, à se dire qu'il y a des services qui sont beaucoup plus sur le terrain ou d'autres qui sont beaucoup plus administratifs, mais qu'en fait on peut tirer les choses les uns des autres, et du coup ça nous permet d'améliorer notre management. Mais je dirais plus que c'est les situations de la vie en général qui nous aident à nous améliorer. Hyper intéressant, merci. Pour finir, je vais finir par 3 questions. La première, c'est quel conseil vous donneriez à votre vous-même de 20 ans? Continue dans cette voie et ne te laisse pas abattre par les gens qui te disent que tu n'y arriveras pas. Wow, très profond, super. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre, un film, ça peut être un autre contenu qui vous a marqué et que vous conseillerez absolument de lire ou de voir ou d'écouter? Pour le management en particulier? Pas forcément le management, mais ça peut être aussi une manche. Alors en ce moment j'ai ma folie Joël Dicker, donc pour complètement sortir du management, Joël Dicker. Okay. Et pour le management, je trouve que Femme puissante de Léa Salamé, en tant que femme, mais pas seulement, parce que je suis pas forcément une féministe forcenée, mais c'est un super livre pour avoir justement une mosaïque de personnalités, des gens qui se retrouvent dans des situations très différentes, que ce soit Christine Lagarde, ministre de l'économie, ou Amélie Mauresmo, championne de tennis. Et en fait on se rend compte que on a tous des failles, mais on a aussi tous des forces qui nous viennent de notre histoire et que ça nous aide à avancer. Oh, ok, très bon. Et dernière question, comment vous voyez l'avenir en 2050 dans le milieu de la gastronomie et de l'hôtellerie-restauration? Alors je ne sais pas si ce sera autant la vogue que maintenant, j'espère pour nos métiers. J'espère qu'on n'aura pas encore des pandémies comme celles qu'on a connues, mais on est quand même dans des mondes dans lesquels on devient de plus en plus égoïste, centré sur nous-mêmes. Et en fait, la restauration et le fait de manger, c'est ce qui nous réunit. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte que c'est un phénomène mondial. Ça existait déjà, mais en fait, on en prend conscience. Je pense que ça va. S'il y a bien une chose qui ne s'arrêtera pas malgré les nouvelles technologies, c'est quand même la gastronomie. Donc je pense qu'on est bien parti pour continuer à monter. Super, super message positif en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est super. Merci. Et très bon mémoire. Merci beaucoup. C'est là bientôt. C'est là bientôt, c'est en juin. Et donc du coup, je vais avoir les notes fin juillet. Et puis voilà, je pense à un dôme qui me tient à corps. Et puis on va, ça va le faire. Là alors il y a une soutenance vers mi-juin. Et après, je pense que ça va le faire. En termes de management, c'est pas mal de. Et puis pour la petite anecdote, en fait, j'ai travaillé au Plaza Athénée en 2015 et j'ai connu Jean-Marie Hublot. C'était un super manager. C'était le papa, quoi. Vraiment et ça m'a beaucoup touché son. Je sais pas du tout de quoi il est mort. J'ai pas eu de. Mais moi je le connaissais pas. Et du coup, en fait, je me suis dit, il m'a tellement impacté que c'est pour ça que j'ai choisi de reprendre mes études pour apprendre le management, la gestion d'équipe et comment on devient vraiment un leader. Et donc le but à terme, c'est d'être quoi en RH? Le but, je pense que c'est peut-être de sensibiliser sur la gestion d'équipe justement dans l'hôtellerie-restauration de la gastronomie. On sait qu'il y a beaucoup d'emplois vacants et en fait, je me demande pourquoi il y en a autant et peut-être essayer comment on fait pour améliorer les choses. Pour changer les rythmes. Mais c'est normal parce qu'en fait, les gens ils découvrent la vie et ils découvrent qu'ils ont envie de faire leur passion et la vie. Ouais, c'est ça. Normal. C'est bien. Merci beaucoup en tout cas, vraiment c'était vraiment top. Si jamais vous voulez m'écrire sur Instagram et me dire votre soutenance, je serais ravie de savoir. Franchement, avec grand plaisir. Ouais. Et puis avoir votre retour et tout, ce serait carrément top. Okay. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Si jamais vous cherchez quelqu'un à interviewer, il y a une super sous-chef, il y a une super chef pâtissière à l'As France juste à côté qui s'appelle Elise Guéroy. Ok, ça marche, j'irai alors. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, alors bonjour, je suis à Taste of Paris avec la chef Guéroy. Vous êtes chef pâtissière et aujourd'hui on va parler des thématiques sur le management et la gestion d'équipe et d'une brigade. Moi, ma première question aujourd'hui, c'est comment vous faites pour gérer votre équipe au quotidien et est-ce que le management c'est quelque chose qui est important pour vous dans une équipe?
Alors oui, le management est très important pour moi dans une équipe parce qu'en fait, ça permet de construire le travail et en fait, c'est surtout ce qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est très important de cadrer une équipe, de connaître le potentiel de chacun. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout le monde est différent. Et c'est très important d'avoir des différences en fait, dans une équipe, ce qui nous permet en fait d'établir les points forts, les points faibles de chacun et de les exploiter pour ensuite arriver au but final et aller encore plus loin en fait. Ok. Question, est-ce que vous êtes formé au management ou ça s'est venu petit à petit ou naturellement? C'est venu petit à petit et en fait c'est vraiment au contact de chefs, de sous-chefs que j'ai côtoyés tout au long de ma carrière dans différents types d'établissements, donc boutiques, restaurants, palaces, et c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu en fait apprendre un peu les ficelles du management, et j'aurais aimé avoir une formation parce que je pense que c'est très important de savoir comment on se situe par rapport aux autres et surtout en fait comment on peut motiver les équipes pour aller plus loin. Et pourquoi c'est aussi important pour vous d'apprendre ces choses-là, de la motivation C'est important aujourd'hui parce qu'en fait il faut quelque chose pour motiver la future génération de pâtissiers, cuisiniers et autres qui vont prendre la relève. C'est une manière aussi de transmettre notre métier. Et puis c'est surtout que demain, quand je me positionne en tant que patronne, ça va être hyper important de fidéliser une équipe. Et puis d'avoir un meilleur rendement, donc ça veut dire bien les former, les motiver et puis surtout instaurer en fait une sorte de bien-être au travail, c'est hyper important. Je pense que le management favorise ça. Justement, j'allais amener à cette question-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qui sont pourvus dans les restaurations, qui sont non pourvus, et on a beaucoup de difficultés à recruter, à motiver les salariés. Vous pensez que c'est peut-être à cause du Covid où il y a eu des remises en question, ou justement, est-ce que c'est aussi une part de réalité dans ce métier-là? C'est pas forcément tout beau, tout rose comme tout métier d'ailleurs. Je pense que le Covid, ça a juste été un élément déclencheur. Je pense que cette évolution, cette révolution plutôt, elle s'est mise en marche il y a déjà quelques années. On a une fracture au niveau des générations, mais ce n'est pas que dans notre métier, c'est partout en fait. On a vraiment une sorte de décalage. Je pense que ça se ressent beaucoup à l'heure actuelle avec le Covid, avec tout ce que ça a laissé derrière. Je pense qu'il faut accepter le changement. On ne peut pas revenir comme avant, avec tous les débordements. Il y avait des bonnes choses, mais il y avait aussi des mauvaises choses. Je pense que c'est à nous, demain, de trouver cet équilibre et surtout être juste, en fait. Vraiment être juste. Mais ça va être à nous et aux futures générations de prendre en main ce challenge et surtout de motiver les gens, leur montrer que le métier, oui, il est dur, mais c'est aussi un métier de passion. Et quand on fait un métier avec passion, c'est très gratifiant, c'est moteur. Et puis aussi s'ouvrir à d'autres horizons. Je prends un exemple, on a de plus en plus de gens qui sont en reconversion. À une époque, c'était très dur, je pense, pour eux de trouver leur place dans une équipe. On est beaucoup plus ouvert maintenant. Donc voilà, c'est à nous de broder avec tout ça et je pense que c'est à notre génération de faire cet effort. Ok, super réponse. Est-ce qu'il y a une personne, un mentor ou quelque chose qui vous a inspiré dans votre carrière et qui vous essayez justement d'appliquer ces conseils aujourd'hui? Alors oui, il y en a plusieurs. Déjà mon maître d'apprentissage, Laurent Le Daniel, qui a vraiment été un très gros mentor pour moi. Et en fait, je pourrais tous vous les citer. Je pourrais vous citer tous mes chefs parce que pour moi, ils sont tous une source d'inspiration. J'ai travaillé avec eux par choix. Et en fait, ce sont tous mes mentors, ainsi que tous mes sous-chefs, en fait, qui en fait ont fait en sorte que j'en arrive là aujourd'hui. Et puis aussi des gens complètement extérieurs en fait à mon métier et qui m'ont fait part de leur connaissance sur le management, sur tout ce qui est comportement en entreprise, etc. Et qui m'aidaient à me construire. Mais en fait, j'ai pas qu'un seul mentor, j'en ai plein.
Ok, bon bah, très belle réponse. Pour finir, cette interview, j'ai 3 questions à vous poser. Ok. La première, si vous pouviez remonter dans le temps et poser la question à votre vous-même de 20 ans, quel conseil vous lui donneriez à cette personne-là? Ne sois pas susceptible. Accepte la critique. Pourquoi? Je pense qu'à 20 ans, je voulais aller trop vite. Et on sort moi, je sortais d'apprentissage de BTM. Et en fait, je pensais que j'avais les choses en main, que je maîtrisais tout. Et en fait, pas du tout. Et il ne faut pas aller trop vite. Il faut accepter de prendre le temps et d'accepter d'échouer. Il faut accepter la critique. Il faut accepter de prendre le temps. Prendre le temps pour Exactement. Exactement. Se donner du temps. très belle philosophie. Deuxième question. S'il y avait un livre, un contenu, ça peut être un film, un livre, un podcast qui vous a touché, impacté et que vous recommandez absolument de regarder ou d'écouter, ce serait quoi? Ce serait lequel? J'ai un qui me vient en particulier. Moi, ce que j'écoute beaucoup, c'est tout ce qui est les podcasts sur affaires sensibles, en fait. Un truc qui n'a rien à voir avec mon métier, mais des petites anecdotes, j'aime beaucoup. En fait, c'est des histoires de politique, de géographie, etc. Et je trouve que ça ouvre un peu l'esprit et c'est assez intéressant. J'aime m'intéresser à autre chose que mon métier. Sortir un peu de... Exactement. Vraiment me sortir en fait de mon métier, c'est source d'inspiration. C'est important. Et puis voilà, dernière question. Comment vous voyez le futur, l'avenir en 2050 dans le domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie-restauration? Moi, je le vois plutôt bien, plutôt fun et je pense qu'on aura une très belle évolution. Et je trouve que les dernières années nous l'ont encore prouvé. Il y a énormément de grands chefs qui émergent et il y en aura encore. Et je pense qu'elle aura un très bel avenir. C'est à nous de construire cet avenir et je suis assez confiante sur ça. Ok. Parce que... Optimiste alors. Ouais, je suis vachement optimiste parce qu'en fait... on aimera toujours bien manger. Et je pense qu'avec tous les efforts que l'on fait, on parlait d'écologie, je pense que c'est important parce que là, on est en train de faire des efforts. Bon, il y a déjà des grands chefs qui mettent en place des choses, même pas que des grands chefs. Il y a aussi plein de petits restaurants, des boutiques qui mettent en place des procédés qui sont respectueux de l'environnement, l'écologie, etc. Et je pense que dans 50 ans, on aura encore passé un cap. On est vachement ouvert sur ce qui se passe en Europe, dans le monde, et on aura encore évolué par rapport à ça, et il le faut. C'est hyper important pour préserver notre métier, pour préserver notre planète, pour le bien manger, pour notre santé, pour tout en fait. Tout est lié et il y a un réel déclic, je trouve, depuis quelques années. Et je pense qu'on tient le bon bout. Ok, très fort, très puissant comme réponse. Merci beaucoup, c'était super comme entretien. Super. Je vous souhaite un bon fin Taste of Paris. Merci. Et puis je vous remercie en tout cas de m'avoir parlé un peu de temps. Merci à vous. C'est avec grand plaisir. Merci. Très bonne journée. Merci.